Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire d'addictovigilance destiné au service de neurologie SMR et ELSA. Donc, au programme de ce webinaire, on commencera par une présentation des travaux de recherche des docteurs Boulin et Guillaume-Maréchal sur les complications neurologiques sévères liées à un trouble de l'usage de protoxyde d'azote. Puis, Monsieur Le Boisselier poursuivra en vous exposant les résultats du rapport national d'expertise d'addictovigilance sur le protoxyde d'azote. Il vous fera un rappel sur l'obligation de déclaration des cas graves en addictovigilance. Et on terminera ce webinaire par un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à la fin de ce webinaire. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Boulin et Guillaume Maréchal. Donc, on va vous présenter aujourd'hui, nous, plus la partie neurologique, hein, des atteintes qui sont liées à la consommation récréative de protoxyde d'azote. Et je laisserai les autres intervenants peut-être parler un petit peu plus des conséquences sur le plan addictologique. Tout d'abord, un bref rappel, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui a été découvert au XVIIIe siècle et l'utilisation sur l'être humain, elle a été entreprise à la même époque, et ce qui a permis de révéler en fait les propriétés euphorisantes du gaz. Et donc des spectacles ont été organisés à cette période, au cours desquels du protoxyde d'azote était administré aux convives pour leur permettre d'expérimenter les effets. Et lors de l'une de ces représentations, il y a un participant qui se blesse et qui ne ressent aucune douleur au décours. Et donc, ainsi ont été mises en évidence les propriétés analgésiques du gaz. Et puis ensuite, ces propriétés furent exploitées pour d'abord pour des extractions dentaires, et puis après plus largement pour toute, dans le domaine médical. Et donc, comme vous le savez, il est utilisé d'un point de vue médical pour son action anesthésiante et analgésique. Et puis une des formes bien connues d'administration de gaz, c'est le méopa. Il est également utilisé dans l'usage industriel, donc principalement on connaît alimentaire, avec les petites cartouches qui servent pour les siphons, mais également dans l'industrie automobile. Et puis enfin l'usage récréatif. Et donc on va développer les effets recherchés et les moyens de consommation. Donc les effets recherchés, c'est principalement un effet hilarant, sentiment d'euphorie, une désinhibition, une anxiolyse, pardon, voire un sentiment de déréalisation et des hallucinations. Et donc, on a ces phénomènes qui apparaissent rapidement et de manière réversible, qui disparaissent également assez rapidement. Et donc, parmi les contenants, on retrouve d'abord les capsules. Donc, on a vu tout à l'heure avec le siphon. Donc, on peut extraire le gaz à l'aide d'un siphon. Ou alors aussi à l'aide d'un cracker, donc qui est cet outil qui est muni d'une mine et qui permet d'aller percer la capsule et recueillir le gaz dans un ballon. Et puis par la suite, d'autres moyens de consommation se sont démocratisés, notamment les bonbonnes qui sont de diverses tailles, et puis aussi des formats un peu plus gros comme les formats tank. Et ces formats, ils permettent un stockage d'une plus grande quantité de gaz et également le transfert du gaz, un transfert facilité dans le ballon. On va aborder les conséquences médicales. D'abord, les conséquences neurologiques, on va les aborder. Deux grandes complications que sont les neuropathies périphériques et les myélites. On va y revenir juste après. Euh, Sur le plan des autres conséquences médicales, il y a également des conséquences cardiovasculaires, notamment des infarctus du myocarde et des thromboses veineuses qui sont liées à un phénomène d'hyperhomocystéinémie. On va y revenir également par la suite, mais également des conséquences respiratoires avec l'apparition de pneumothorax de manière aiguë lors de l'inhalation, mais également on voit apparaître de manière plus chronique en cas de consommation des cas d'emphysème pulmonaire, pardon, mais également des complications dermatologiques avec des brûlures qui sont provoquées par le refroidissement brutal du contenant lors de la dépressurisation du gaz. Et comme on peut le voir sur cette photographie, en fait, les usagers positionnent la bonbonne entre leurs deux cuisses et libèrent le gaz dans le ballon. Et donc la dépressurisation provoque du coup le refroidissement brutal et mène à des lésions cutanées et qui sont favorisées par les troubles sensitifs que vont présenter ces patients, d'une part par la myélite ou par les neuropathies périphériques. Et puis enfin des anomalies hématologiques avec une anémie macrocytaire qui est liée
classiquement aux carences en vitamine B12, on va y revenir, mais également les atteintes d'autres lignées. Donc nous, au CHU de Rouen, on a mené une étude à recrutement rétrospectif où on a voulu reprendre en fait dans divers centres de la région les patients qui présentaient un symptôme neurologique qui était imputable à l'utilisation récréative du protoxyde d'azote. Et donc, on a fait un recueil sur plusieurs centres hospitaliers, donc bien sûr avec des patients de recrutement hospitalier et donc avec des symptômes assez sévères. Donc, on avait 41 patients dans notre cohorte. La moyenne d'âge était de 22 ans. Et donc le patient le plus jeune avait 15 ans, le plus âgé 31, et on avait également 4 patients qui étaient donc 4 patients au total qui étaient mineurs. Et donc on a observé au cours de ces 4 ans de recueil une augmentation de la part de consommation qui sont régulières par rapport en fait aux consommations festives. Et puis également, on a constaté une recrudescence au niveau à certaines périodes de l'année, notamment au niveau des vacances scolaires, où on a observé des taux d'hospitalisation qui étaient un petit peu plus importants. Ce qu'on constate aussi, c'est que on a 50% de notre cohorte qui est soit déscolarisée ou soit sans emploi. Et on voit, voilà, comme je disais, une consommation en fait de protoxyde d'azote qui est de plus en plus forcément, plus ça s'est démocratisé, plus on a des longs consommateurs. Donc là, on voit qu'on a une moyenne de durée de consommation qui est à 28 mois. Et donc, on a vu une augmentation de la consommation quotidienne pour ces patients, avec aussi une consommation hebdomadaire importante. Mais quand on parle de consommation hebdomadaire, on parle de consommation pluri-hebdomadaire. Voilà, c'est pas seulement une fois par semaine, pardon. Et puis on constate aussi qu'on a une grande quantité de bonbonnes qui sont consommées par mois et également une place importante d'éco-consommation. Si on reprend un petit peu sur les symptômes qui amènent les patients à consulter, on a notamment des troubles de la marche et des paresthésies qui sont surtout localisés au niveau des membres inférieurs, mais comme on peut le voir, enfin, sans rentrer dans le détail des scores, en fait, on a des patients qui sont très jeunes et très sévères d'emblée quand ils sont hospitalisés dans nos services de neurologie. Donc, sur le plan des conséquences neurologiques, une des grandes atteintes, ce sont les neuropathies périphériques. Donc, dans la littérature, on décrit surtout les neuropathies axonales longueur dépendante, qu'elles soient chroniques ou plutôt subaiguës, mais également des tableaux de polyradiculonévrite aiguë qui peuvent parfois être de diagnostic difficile par rapport à un syndrome de Guillain-Barré. Mais également dans la littérature, dans 5% des cas, il est décrit une atteinte purement démélinisante. Nous, dans notre cohorte, on n'a pas eu vraiment de neuropathie démyélinisante, mais on a surtout vu en fait des neuropathies axonales sensitivo-motrices longueur dépendante, mais également des neuropathies motrices pures qui sont très prédominantes au membre inférieur, donc ce qui colle un petit peu avec ce qu'on a vu, ce que les patients présentaient au niveau clinique. Sans rentrer dans les détails de l'EMG, c'est juste pour mettre en évidence que voilà, on voit surtout une atteinte qui est présente aux membres inférieurs. Et puis également, les patients présentent un tableau de myélopathie, donc des myélites, qui sont des tableaux qui étaient classiquement décrits dans les cas de sclérose combinée de la moelle, donc qui sont vus dans les carences en vitamine B12. Et donc, pour nos patients, on avait 36% de myélopathie postérieure, et donc dans 25% des cas, on avait des patients qui présentaient à la fois une myélite et à la fois une neuropathie associée. Il y a d'autres atteintes qui sont décrites, notamment au moment de l'inhalation du gaz, avec des vertiges, des céphalées et des acouphènes. D'autres atteintes qu'on a pu voir, c'est surtout des ralentissements idéomoteurs chez les patients, avec parfois même des troubles exécutifs qui s'installent. Et puis dans la littérature, il y a également des AVC qui sont décrits. Nous, il n'y en a pas eu dans notre cohorte, ni de thrombose veineuse cérébrale. Mais donc, c'est des complications qui peuvent survenir également du fait de l'hyperhomocystéinémie. Donc, on parle un petit peu de la vitamine B12 et de l'hyperhomocystéinémie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le protoxyde d'azote, il va induire une carence fonctionnelle de la vitamine B12 avec une inactivation qui est due à une oxydation de l'ion cobalt de la vitamine B12 et qui va conduire à l'inactivation
de ces deux formes actives que sont la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine. Et donc, ces inactivations vont mener d'une part à une augmentation de l'homocystéine et une diminution de la méthionine, mais également à une augmentation de l'acide méthylmalonique. Et donc, si on synthétise un petit peu tout ça, on remarque que ce processus va avoir d'une part pour résultante une augmentation de l'homocystéine qui est connue comme étant neurotoxique, mais également une diminution de la méthionine qui joue un rôle, en fait, la méthionine joue un rôle dans la myélinisation et donc qui va mener à une démyélinisation. Et donc, ces deux phénomènes vont mener à l'apparition de troubles neurologiques. Et donc, comme vous pouvez le voir dans notre cohorte, eh ben, on avait un dosage de la vitamine B12 qui était normal, en fait, du fait du caractère fonctionnel de la carence. Et parallèlement à ça, on a des patients qui présentent un dosage de l'homocystéine et de l'acide, des dosages d'homocystéine et d'acide méthylmalonique qui sont très augmentés. Et donc, en fait, c'est l'association de ces trois paramètres qui permet de nous conforter dans le diagnostic quand les patients rapportent une consommation de protoxyde d'azote. Donc voilà, il y a également des conséquences sur le plan psychiatrique et addictologique, mais je vais laisser peut-être les autres intervenants en parler davantage. Nous, ce qu'on voit, c'est que nos patients, ils ont plutôt tendance à refuser la prise en charge addictologique, mais du fait du caractère rétrospectif de notre recueil, on a pu remarquer que cette prise en charge, elle n'a pas été systématiquement proposée, notamment au début des prises en charge. Enfin, au début, je veux dire, dans les premières années où on a vu le phénomène apparaître. Et donc, voilà, ce refus et cette non prise en charge addictologique contribuent aux difficultés pour les patients à poursuivre le sevrage. Et donc, il y a d'autres paramètres qui peuvent participer, qui sont les troubles exécutifs, qui peuvent être provoqués par le gaz, mais également l'incompréhension quant à l'imputabilité du protoxyde d'azote sur les symptômes. Et donc, on considère qu'il y a une place importante de la prévention, une place importante que devrait prendre la prévention auprès de cette population jeune. Donc, on voit apparaître des campagnes de sensibilisation en ce sens. Et donc, les éléments clés pour le traitement, donc c'est l'arrêt total et définitif de la consommation et la supplémentation en vitamine B12. Et bien sûr, la prévention de la maladie thromboembolique veineuse, d'une part du fait de l'hyperhomocystéinémie, mais également du fait des déficits moteurs que présentent ces patients, et également la prise en charge rééducative. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pour le moment peu de données sur l'évolution de ces patients dans le futur, parce que du fait d'un manque de compliance au suivi, c'est des patients qu'on revoit assez peu en consultation de suivi, et donc on a peu de données, et donc dans la littérature également, et donc c'est difficile d'évaluer le pronostic fonctionnel à moyen et à long terme, bien qu'on voit que chez certains patients qui arrêtent totalement leur consommation et sont observants sur le traitement, on observe quand même des données qui vont faire une récupération au moins partielle. Donc, au total, on est face à une population concernée qui est très jeune, donc voire pédiatrique, et qui a un risque de handicap majeur avec des répercussions sur le plan social et scolaire qui sont très importantes. Et donc, la prise en charge addictologique est indispensable dès l'hospitalisation. Et donc, on considère également que l'information et la prévention doivent être renforcées donc, auprès de cette population. Et puis, on voit apparaître une évolution ces dernières années de la législation autour du protoxyde d'azote. On vous remercie de votre attention. Merci pour votre présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Le Boisselier. C'est bon. Ouais, ça défile. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, au sein du centre d'addictovigilance, donc, je vous rappelle que notre activité s'exerce sur l'ensemble de la Normandie et de la Bretagne. Donc, je réponds donc à cette demande donc, concernant la présentation des données nationales sur le protoxyde d'azote. Donc, je voulais vous faire un point à cette occasion-là sur la déclaration en addictovigilance qui est inscrite au Code de la santé publique et qui s'impose à tout professionnel et à tout professionnel de santé. Donc, cette déclaration est obligatoire dans le but, effectivement, de faire parler les données et de ne pas louper à l'alerte
et d'avoir un recours rapide des autorités sanitaires, une réaction la plus rapide possible en fonction des alertes qui sont remontées. Donc, en pratique, la déclaration est obligatoire pour tout cas grave, comme je vous le disais, dès qu'il y a une notion de prise en charge hospitalière, et par tout professionnel qui a eu connaissance. Alors, j'insiste bien, c'est pas la déclaration n'est pas l'affaire du voisin, c'est l'affaire de celui qui a connaissance d'un cas avec les données qu'il a, d'une connaissance d'une prise en charge hospitalière, même si c'est pas lui le médecin qui a pris en charge. Il faut savoir que les cas graves sont en sous-déclaration notoire, puisque certains de mes collègues du réseau ont fait certaines études qui ont démontré qu'un cas grave sur 200 seulement parvenait aux différents centres d'addictovigilance. Donc, si on veut que les choses bougent, qu'il y ait des informations complémentaires et réglementaires éventuelles, effectivement, c'est l'affaire de chacun. La déclaration est fortement conseillée dans les autres situations qui pourraient passer pour non graves, comme tout phénomène qui semble nouveau. Alors, j'ai repris ici ce qui nous intéresse actuellement, en particulier en Bretagne, les complications hépatobiliaires, mais aussi du tractus urinaire en lien avec les consommations de kétamine qui sont en nette augmentation en région bretonne, mais un peu partout en France aussi. Les complications thromboemboliques qui n'étaient pas d'une évidence folle liées aux consommations de protoxyde d'azote, forcément, à une certaine époque, ça apparaissait pour une complication nouvelle, relève de la déclaration obligatoire. Tout ce qui est cluster de cas, série de cas, effectivement, amène à une déclaration en addictovigilance. Tout produit qui est nouveau ou suspecté de l'être, je rappelle le phénomène PTC, vapotage de substances psychoactives, sur lequel on veille encore particulièrement en Normandie, mais dans d'autres régions de France, ça convient d'être remonté. Toute amplification d'un phénomène préexistant. Oui, la cocaïne, c'est pas nouveau, mais dans le secteur alençonné, ça apparaissait vraiment nouveau. En tout cas, ça posait des questions aux professionnels entre eux, donc n'oubliez pas d'avertir l'addictovigilance, en particulier avant d'avertir les médias. Et tout professionnel, donc, comme je répète, qui a eu connaissance. Donc, vous revenez vers nous avec les éléments que vous avez. On ne vous demande pas de documenter, on ne vous demande pas de prendre du temps qui est ça, notre travail. Nous allons documenter et on va simplement revenir vers vous pour avoir les éléments possibles d'information. Donc, comment faut-il déclarer? Alors, il y a un portail national en tapant Signal Santé et Gouv sur Internet. Vous déboucherez sur un formulaire électronique avec des champs étoilés rouges. Je vous demande de remplir que cela, puisqu'ils sont obligatoires. Les autres, peu importe. L'idée, c'est vraiment de faire remonter du signal. Sinon, beaucoup plus simple, vous appelez le 02 31 06 44 60. Vous envoyez un mail, même très court, sur addictovigilance@chu-camp.fr. Il n'y a que des seniors professionnels de santé qui sont derrière pour vous répondre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et même si vous avez peu d'informations, oui, vous remontez les informations. Les premiers signaux que j'ai eus, moi, sur le protoxyde d'azote et que j'ai fait remonter moi-même, c'est un self-made notification du centre, c'était en sortant d'un lieu éducatif bien connu dans la région de Caen, où j'ai retrouvé, en lassant mes chaussures, des capsules de protoxyde d'azote. Et ça, c'est déjà un signal frustre en soi qui montre que ça commence à traîner dans les rues et que ça commence à être soucieux. C'était en 2015, vous voyez. Donc la déclaration en addictovigilance, pour être synthétique, c'est en fait l'affaire de tous. C'est pour ça que c'est inscrit au Code de la santé publique. C'est simple, voire même très simple, parce que vous voyez un mail, si vous avez un compte-rendu hospitalier, c'est encore mieux. Ça rend service à tous, puisque ça participe de la diffusion d'informations professionnelles, comme on le fait aujourd'hui, non professionnelles. Ça participe à la remontée d'alerte directe vers les autorités sanitaires. Ça rend le retour aussi d'informations et les réponses aux questions que vous nous posez d'autant plus pertinentes que certains de vos collègues ont déjà posé des questions similaires et nous ont permis de passer du temps sur les recherches documentées. Donc, ça nous permet de vous répondre plus vite et plus efficacement. En un mot, c'est plus rapide, c'est plus utile et surtout, c'est anonyme puisqu'on garantit l'anonymat du patient et du déclarant. Alors, pourquoi hésiter plus longtemps? Moi, je vous pose la question. Merci beaucoup.